Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 49 de la Postcaf, un podcast de Good Manufacturing Podcast. Alors, je suis tout frais de retour du salon Performance Environnementale de Pôle Pharma, comme ça fait 2 semaines que je vous le dis. Ça y est, c'est passé. La conférence était top. Je serai de nouveau en représentation à Tours pour les journées nationales de la bioproduction et du biomédicament. Si vous en avez raté, vous pouvez venir me voir là. Alors j'ai une petite anecdote, j'ai rencontré un gars. Alors tu vois, je m'approche et tout, puis je commence à discuter. Et puis je regarde je suis vous faites quoi vous? Et puis il me montre son badge. Et puis je regarde, Hilti. Genre, quoi? Tu sais, Hilti, tu connais Hilti? Non, pas du tout. C'est la plus grosse marque de perforateurs du marché. Voilà, tous ceux qui font du bricolage chez eux, c'est des espèces de gros perforateurs rouges là. Moi, oui, bah ça y est, ça me parle. Moi, j'étais dans un truc Parma, machin et tout. Ah non, bah voilà, c'est ça. J'ai regardé, fait quoi? Hilti? Qu'est-ce que vous venez foutre là? Et en fait, Hilti, ils ont un marché qui est dans la conception, dans les bureaux d'études et conception, et ils font des systèmes de fixation pour gaines d'alimentation et réseau, en fait réseau. Et en fait, tout ce qui supporte les réseaux industriels dans une usine, ils font du matériel de fixation pour ça et du calfatage de murs anti-coupe-feu. Parce que du coup, les tuyaux, c'est quand ils passent à travers un mur coupe-feu, il faut les trucs. Donc c'est ultra spécifique, mais trop marrant. Hilti. Ok. Et le gars était super sympa. Laurent, si tu nous écoutes. On rencontre de tout. Bah ouais. Alors aujourd'hui, on va parler on va continuer notre série épisode 4 du cerveau des qualiticiens. J'ai préparé comme la semaine dernière un petit rappel. Alors, dans l'épisode 48, on a poursuivi notre série sur le cerveau des qualiticiens, mais cette fois, on est sorti du service qualité pour aller sur le terrain, là où les erreurs apparaissent souvent. En fait, c'est là où elles apparaissent tout le temps parce que c'est ceux qui font les choses. Et quand on fait des choses, on a des chances de faire des erreurs. Il y a que ceux qui font des choses qui font des erreurs, comme disait ma maman. Exactement. Comme disaient toutes les mamans, je pense. Toutes les mamans du monde. Ouais. Alors, on a parlé des procédures trop longues ou mal adaptées et que ça provoque concrètement des erreurs dans les jets du quotidien. Le manque de sens. Pourquoi les opérateurs prennent parfois des raccourcis, non par fainéantise, mais parce qu'ils ne comprennent pas toujours les enjeux derrière les actions qu'ils font. Le rôle des managers de proximité, de leur culture qualité, qui peut faire toute la différence, de l'importance de l'observation de tâches, des 15 minutes pour la qualité et des signaux faibles, de l'accompagnement régulier, pas juste une formation initiale. Et enfin, améliorer la culture qualité, c'est d'abord faire confiance, créer du dialogue et donner du sens et pas juste blinder les procédures. Voilà un résumé assez court de ce qu'on a dit la dernière fois. Je pense que c'est pas si mal. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va passer du côté le plus vaste de la barrière. Donc ceux qui font la qualité. En fait, non, c'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ceux qui la décident. Qui la dessine, peut-être aussi. Qui la dessine, qui la décide. Ouais. Et qualiticien. Alors, Arnaud, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas si on va pas devoir faire 2 épisodes là-dessus. Alors la semaine dernière, on a parlé des mecs qui font n'importe quoi sur le terrain et qui manquent de rigueur. Maintenant, on va parler des mecs qui bougent pas de leur bureau et qui ont trop de rigueur. Voilà, exactement. Non, après voilà, on en avait parlé pas mal en introduction dans le premier épisode sur la culture qualité. Remettons-nous dans les bottes du qualiticien. Le qualiticien, son rôle, c'est de faire face aux problèmes réguliers qu'il y a de qualité et son rôle tel qu'il est devenu, on va dire, et de réparer les erreurs et de faire en sorte que ça soit acceptable, quoi. Donc en gros, le qualiticien, son quotidien, c'est de traiter des problèmes, traiter des emmerdes macroscopiquement. Repérer des erreurs. Voilà, c'est ça. En fait, il y a ce mindset qui est de repérer des erreurs, de régler les problèmes des autres. Encore une fois, là, je grossis un peu le trait, mais du coup, c'est ça, son truc. Et du coup, forcément, on se retrouve avec des qualiticiens qui sont méfiants. Je sais pas, c'est la qualité aussi,
Ouais, aussi, mais le comportement, l'attitude de base d'un qualiticien, c'est d'être méfiant. Méfiant de ce qu'on lui donne comme données, méfiant de ce qui se passe sur le terrain, méfiant tout le temps. Et en même temps, on leur demande de prendre des décisions sur des choses pour lesquelles ils n'ont pas forcément tout le temps les données. Ça, c'est toi qui l'avais dit, hein. Donc c'est pas un métier facile. Clairement, c'est pas un métier facile. Mais maintenant, du coup, ça n'empêche pas de prendre du recul là-dessus. Et effectivement, pour moi, déjà, un premier truc, c'est que, en fait, je vais caricaturer, je vais grossir le trait, mais je pense qu'on a un bon pourcentage de qualiticiens qui ont une culture de la norme avant d'avoir une culture de ce qui se passe sur le terrain. De la technique. De la technique, et de la norme dans le sens, on fait les choses pour répondre à la norme et pour montrer que on est bon aux inspecteurs, que voilà, faut qu'on ait notre inspection, faut pas qu'on ait d'écart, machin. Donc on fait ce qu'il faut pour répondre aux normes des inspecteurs. Sauf qu'en fait, ça, bien évidemment, tout le monde a fait ça, mais en fait, quand tu le prends dans ce sens-là, avant de prendre, on fait les choses pour que ça se passe bien sur le terrain et comme ça on répond à la norme, ça change complètement la donne. Ouais. Et je sais pas si tu as vu mon post LinkedIn que j'ai fait cette semaine. Merci, justement 6 000 abonnés. Non. Non, sur les procédures, Et du coup, tu sais, quand on enregistre les épisodes de C'est marqué dans les BPF, j'arrêtais pas de râler sur à chaque fois que c'était marqué le site doit avoir défini une procédure pour le site doit. Voilà. Et en fait, moi, je suis un qualiticien. Hein, j'ai été formé comme un qualiticien. Hein, procédure, je pense document. Mais procédure, c'est pas un document. Et du coup, ce qu'on nous demande dans les normes, c'est de mettre en place des manières de travailler, des manières d'organiser les équipes pour limiter les risques. Et déjà, juste de penser comme ça avant de penser document, ça change la donne. Ok, j'entends. Mais par contre, comment tu fais pour être sûr? En fait, imagine, toi, t'es un mec de l'extérieur et qui vient vérifier du coup que ce que tu as mis en place c'est bien fait sur le terrain. Et si t'as pas à un moment donné marqué de ce que les mecs sur le terrain font, comment tu fais pour être sûr que ce qu'ils font bien ce qui est prévu? Non, mais déjà, ça veut pas dire qu'il faut pas de documentation. Ça veut pas dire qu'il faut documenter. Mais ça veut dire. Mais le problème, c'est que le qualiticien de base, il est à son bureau, il fait son document dans le bureau, et après il va dire à la prod, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. En fait, c'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Exactement. Et c'est la façon de penser les choses aussi. C'est la façon de penser. Quand on te demande de faire une procédure, faut pas que tu dises, OK, il faut que je fasse un document. Non, le document, c'est un des résultats qui est nécessaire justement par rapport au fait qu'on est dans un environnement extrêmement normé. Mais c'est loin d'être le livrable numéro 1 de ce que tu dois faire quand on te dit, il faut que tu fasses une procédure pour t'assurer que les mecs ils font pas d'erreur quand ils font ça. C'est loin derrière. C'est un des petits résultats. Le résultat le plus important, c'est comment tu vas organiser l'activité sur le terrain en prenant en compte les contraintes sur le terrain, en prenant en compte la vie des personnes sur le terrain, en prenant en compte aussi l'efficacité parce que les gens sur le terrain ils voient pas tout non plus. Donc c'est ça le livrable numéro 1. Et du coup, définir une procédure, ça devrait être aussi donc construire le mode de fonctionnement, définir comment je vais vérifier avec mes observations de tâches, etc., etc. Et à la fin, quand j'ai défini tout, je vais écrire mon document. Mais, enfin, je veux dire, et ça, ce qui m'a fait tilter, justement, c'est ce que je mettais dans mon post LinkedIn, c'est quand j'écoutais un podcast où t'as un mec qui disait dans l'armée, on a une procédure pour lasser nos rangers. Et je pense pas qu'ils ont un document. Ils ont une manière de faire d'une certaine manière bien précise. Ils forment leurs mecs, ils leur demandent de faire comme ça, et ils ont peut-être même pas de document qui explique comment tu lasses tes chaussures, quoi. Je pense qu'ils ont un document quelque part. Parce qu'il faut bien... Peut-être, mais peut-être pas. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite... Alors attends. Peut-être, mais peut-être pas. Enfin, j'aimerais quand même qu'on réfléchisse sur ce sujet, parce que c'est quand même assez intéressant. Ils ont une procédure pour lasser leurs chaussures. Ok, ça veut dire que quelqu'un, un jour, s'est posé la question, quelle est la meilleure manière de faire?
Et donc il y a eu des gens qui ont fait des recherches sur les Rangers, machin. Il y en a qui ont porté les Rangers pendant des années, des machins. Ils se sont dit, ah putain, si on fait le nœud comme ça marche moins bien. Si on fait un tour autour de la cheville, ça marche pas du tout, machin et tout. Donc ils ont réfléchi à la meilleure manière de faire. Et donc là, une fois qu'ils ont trouvé la meilleure manière de faire, ils l'ont écrit quelque part. Ils ont dit, bon bah voilà, et ils ont fait un article, peut-être un article scientifique, j'en sais rien, pour dire, bah voilà, on a fait des tests, on a fait ci, on a fait ça, et c'est ça la meilleure manière de faire. Et si t'as pas fait ça, eh ben, en fait, chacun va avoir sa manière de faire et dire, OK, on a une procédure pour la Sino Ranger, mais la compagnie 3A et la compagnie Rangers Eagle, ils ont peut-être eu des trucs qui ont fait que leur manière d'enseigner et leur manière d'instruire leur personne a dérivé parce que du coup, le mec, il préférait faire une boucle à droite au lieu d'à gauche. Enfin, j'en sais rien. Et finalement, si t'as pas quelque part la raison de pourquoi et l'explication de comment il faut lasser ces Rangers le mieux possible, bah du coup forcément ça dérive et du coup tu perds. Enfin, en fait, l'empirisme gagne sur la recherche, quoi. Et puis tu lasses tes chaussures n'importe comment au bout de 3 ans, quoi. Après, il y a une certaine discipline dans l'armée, je pense, ça joue pas mal. Mais en fait, la discipline, elle est aussi liée à un point qui est clé, et ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi la responsabilité. Je pense que la qualité, comme c'est pas eux qui font la prod ou tu vois, ouais. Ils ont facilement tendance à rejeter, sans forcément pointer quelqu'un du doigt en particulier, mais rejeter la faute sur les autres. Moi, je le vois souvent, hein. Ah bah il y a eu une erreur, mais ils ont pas suivi la procédure. On se pose jamais la question. On se pose jamais la question. On se pose jamais la question de se dire attends, c'est peut-être parce que la manière dont on a défini les choses, c'est pas la bonne. Ou alors on n'accompagne pas assez le terrain. Ou alors. Et du coup, cette position de dire, et c'est lié à la méfiance dont on parlait en entrée d'épisode, cette position de toujours rejeter la faute sur les autres, c'est pas ça qui va faire améliorer la qualité. C'est une réflexion que j'ai eue cette semaine. Je me posais un peu cette réflexion. Je vais refocaliser sur un sujet en particulier, le dossier de l'eau et la revue du dossier de l'eau. Je l'ai souvent dit, la revue du dossier de l'eau, c'est un contrôle qualité de la traçabilité. Et du coup, je me disais finalement, tous ces trucs de contrôle qualité qu'on met dans l'assurance qualité devraient être attachés au laboratoire de contrôle. Les mecs qui font la revue de dossier de l'eau, ça devrait être au Sécu. Et les mecs qui font de la qualité, en fait, ça devrait être juste des mecs qui ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. Putain, t'as raison. Tu devrais avoir beaucoup moins de gens à l'assurance qualité, et c'est des mecs qui devraient être ultra forts pour aider les gens à réfléchir, aussi à évaluer les risques, tu vois, et donc ultra forts méthodologiquement. Tu sais ce que tu viens d'inventer ? Le service amélioration continue. Bah ouais. Voilà. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il existe maintenant. Après, le fait que ce soit les mecs au Sécu qui corrigent le dossier de l'eau, c'est bien quand même quand les mecs qui corrigent les dossiers de l'eau, ils connaissent bien le process, quoi. Hein. Ils peuvent évaluer. Ça n'empêche pas. Hein. Tu peux avoir des compétences particulières, voilà. Mais à partir du moment où tu fais du contrôle qualité, donc revue de dossier de l'eau, c'est contrôle qualité de la traçabilité. Pourquoi t'es pas dans le service contrôle qualité ? Ça empêche pas du tout d'avoir des connaissances de ton dossier de l'eau. Je suis pas en train de dire faites relire les dossiers de l'eau par les techniciens de sécu. Hein. Mais ça serait de dissocier justement cette notion de les gens qui font de la qualité dans le flux, qui font du contrôle qualité et qui sont à l'assurance qualité, ils ont pas le même métier que les gens qui font de l'assurance qualité, à savoir aider à définir des modes de fonctionnement qui fonctionnent, etc. Pour le efficace, utilisable pour le terrain, en fait. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes profils. Et du coup, tu vois que un mec qui vérifie un dossier de l'eau, il soit un peu méfiant, un peu suspicieux sur son contrôle de traçabilité, bah comme un gars du Sécu qui serait un peu suspicieux quand il va contrôler le produit. On lui demande de contrôler que c'est conforme. Donc ça, je peux le comprendre. Mais le gars qui doit accompagner le terrain et qui doit les aider à mettre en place des pratiques pour limiter les risques, etc. Ça, faut être un peu moins méfiant, quoi. Il faut faire un peu confiance. Donc la confiance, elle est importante. Et aussi, les qualiticiens, il y a beaucoup de biais cognitifs qui viennent
contrecarrer ou challenger un peu leurs décisions au quotidien. Ils doivent prendre des décisions. Ils ont souvent pas beaucoup de temps pour les prendre, et en plus, il y a tous les biais cognitifs qui vont rentrer en jeu. L'aversion au risque, l'élévation des normes, l'illusion de contrôle. Alors, on pourra faire un épisode spécifique sur tous ces biais, hein, mais Et il y a l'ami Thomas qui nous dit ça revient à dire au terrain faites mieux au lieu de dire il vous faudrait quoi pour mieux faire. Et ça c'est trop tard. ouais, Très c'est vrai. ça, exactement. C'est D'ailleurs, très, si vous très êtes, vrai. si vous nous regardez et que vous avez des questions qu'on pourrait prendre comme ça serait cool. Si jamais vous voulez savoir ce qu'on pense d'un truc ou d'un autre, je serais content que vous posiez des questions. Exactement. Et après, sur la culture qualité des qualiticiens, si on reprend un peu la genèse d'un qualiticien, donc le mec qui va passer par une formation de qualiticien, blablabla, qui va être très normé, et il va pas forcément, et moi c'est par ça que je suis passé, hein, il va pas Je suis pas forcément passé par avoir ça, je trouve ça intéressant. une formation technique, procédé, etc. Il va pouvoir aller d'une usine à l'autre, mais du coup le manque de connaissances aussi sur le produit fait que des fois on prend des mauvaises décisions. Et en fait, pour ne pas prendre de risques, je connais pas bien le truc, je vais prendre la décision qui limite au maximum le risque sans vraiment comprendre ce que je suis en train de décider. Et ça, d'un point de vue culture qualité pour les qualiticiens, en fait, de reconnaître qu'on ne sait pas et d'aller se renseigner auprès des personnes qui savent, c'est super important, quoi. Ouais. C'est super important parce que on a le droit en tant que qualiticien de pas connaître bien le procédé, on a le droit de demander l'avis à la prod, et c'est pas parce que c'est la prod qui nous dit ça que de toute façon on connaît que la prod ils sont là pour sortir les lots à tout prix, que ce que va nous dire la prod c'est vrai ou faux, quoi. Mais tu vois, c'est ce que j'ai marqué direct dès le début de l'épisode quand tu as commencé à faire ton petit monologue. J'ai noté constamment soumis à l'incertitude. C'est vrai que les qualiticiens, ils sont constamment soumis à l'incertitude. Et quand après il y a et vu que c'est les derniers, en fait, c'est ceux qui doivent prendre la décision finale, quoi. Et donc finalement, quand tu dis putain, je sais pas, ben c'est là où ça y est. Alors là, du coup, en fait, t'as quand même inconsciemment, t'as quand même ce truc qui dit ah, si je dis je sais pas, tout est bloqué, quoi. Donc là, tu dis un peu, je suis obligé de répondre quelque chose pour que les gens fassent quelque chose. Et donc tu dis on bloque tout. Enfin, tu sais, tu dis quelque, enfin, tu dis ce que tu dis le truc le moins risqué, quoi. Ouais, il y a en fait, c'est la prise de décision dans la précipitation, parce que tu peux aussi dire ah je sais pas, attendez 1 heure, je me renseigne et je reviens avec une réponse. Ça c'est cool, ça. Ça c'est un truc on devrait pouvoir on devrait pouvoir inculquer en tant que culture, quoi. Ouais. Et c'est pas voilà. En fait, au final, la qualité, ils sont aussi soumis à la même pression que les producteurs, hein. Ils font aussi des erreurs. C'est vrai que les erreurs de décision, elles peuvent être encore plus graves en termes de conséquences, mais du coup, ils ont encore plus besoin de se dire quand je sais pas, je vais prendre le temps de me renseigner. En fait, le truc c'est que la prod t'en fais plein des erreurs, mais en fait tu les enfin c'est pas que tu les auto-caches, mais ah merde, ça c'était une connerie, et du coup t'as le pouvoir un peu de les rattraper, enfin ça devient un peu invisible, quoi, tes erreurs de décision. Tu sais, t'as fait une erreur de planning, du coup tu bouges un peu les trucs, et puis ça revient un peu ou pas, mais de toute façon en fait c'est ça, c'est que t'assumes tes propres erreurs, quoi. Alors que la qualité, finalement, tes erreurs, elles sont assumées par d'autres personnes. Complètement. Et après, il y a un autre truc, hein, c'est que, et ça, on le voit dans certaines interventions qu'on fait, et notamment sur les déviations, c'est que mettre des outils d'aide à la décision, c'est aussi un bon moyen pour les qualiticiens d'avoir une béquille, en fait. Moi, là, cette semaine, j'étais sur un site où il se pose beaucoup de questions parce que, selon le qualiticien, les décisions sur les déviations, elles sont toutes différentes, et ils n'arrivent pas à homogénéiser, mais en fait, ils n'ont pas d'outils. Et finalement, chacun va prendre une décision basée sur son expérience, sur ses compétences, sur ses connaissances. Et donc, les outils, c'est pas juste pour faire beau et montrer en inspection. Les outils, c'est aussi une aide dans le quotidien. La culture qualité, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les qualiticiens qui prennent des décisions
vont prendre des décisions éclairées, non précipitées, rationnelles. Et ça, ça peut passer par des outils, quoi. Arrête de jouer avec tes pièces. Ça c'est vrai, ça peut passer par des outils. Et d'ailleurs, les outils, quand tu les as finalement, c'est justement, en fait, tu fais ce pas de côté en disant, je sais pas, attends, je vais regarder la matrice, l'outil, le truc, et du coup, ça t'aide à aussi reprendre tes idées, quoi. Alors, ça te donne, par exemple, un résultat. Après, tu peux être d'accord ou pas avec le résultat, mais néanmoins, tu as pu réfléchir rationnellement, décomposer le problème. C'est ça. Ça t'a poussé dans la. Et alors ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Il n'y a pas, quand on doit prendre une décision, il n'y a pas un outil magique qui te donne la décision que tu dois prendre. Au bout d'un moment, sur ce genre de décision, on a des mecs qui ont fait un certain nombre d'années d'études, qui ont un poste avec des responsabilités. C'est à eux de prendre la décision. L'outil, il est là justement pour structurer, organiser leur réflexion pour pouvoir après arriver à une décision moins précipitée, plus rationnelle. C'est pas un outil qui va te dire c'est ça la bonne décision. Ouais, ça de toute façon, il y a tellement de cas différents, il y a tellement de variables que ouais, ceux qui pensent que tu peux établir un outil parfait de décision, c'est chaud. Complètement. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, après, c'est pour ça aussi. Des fois, quand on fait des outils de décision, en général, ça marche dans 70, 80, 90% des cas. Mais de toute façon, après, les mecs, ils sont quand même bien payés pour pouvoir prendre des décisions avec, et du coup, ils ont fait suffisamment d'études. Et c'est là les 10 à 20% de compétences du qualiticien, quoi. Et il manque quelque chose de clé. Alors là, on va parler plutôt des qualiticiens côté libération, mais ça doit pouvoir s'appliquer aux autres aussi, hein. Dans leur connaissance et dans leur maîtrise, c'est des notions de flux, de supply et d'enjeux aussi pour l'entreprise, parce que prendre une décision d'arrêter complètement un lot, de le faire trier à 100%, alors qu'en fait, en ayant pris 1 heure de son temps pour déconstruire la réflexion et prendre une autre décision, tout ça, ça a un impact qui va, je vais pousser la réflexion, hein, qui va impacter ton flux, qui va impacter tes délais de libération, etc. Oh là là, c'est la performance. Arnaud, qu'est-ce que tu dis? C'est des gros mots, on fait de la qualité, nous. Oui, sauf qu'en fait, ça va aussi générer du désordre, ça va générer de la surcharge d'activité, ça va générer de la surcharge mentale pour les gens sur le terrain, et donc ça va générer des erreurs. Oui, en fait, ce qu'il faudrait faire quand il y a une décision comme ça, c'est plutôt, je peux pas prendre la décision tout de suite. Venez tous avec moi, on va réfléchir ensemble, quoi. En fait, les qualiticiens, ils sont jamais obligés de prendre la décision tout seul. Et il y a rien de pire que de prendre une décision tout seul, hein. C'est super dur, hein. Après, c'est eux qui vont emporter la décision au final, mais justement, vous n'avez pas toutes les informations. Vous devez prendre une décision, vous n'avez pas toutes les informations. Faites participer d'autres gens qui peuvent vous apporter des morceaux d'informations, qui peuvent des fois vous éclairer sur comment trouver l'information dont vous avez besoin pour prendre la décision. Le qualiticien ne doit pas être seul. Et il ne doit pas échanger que avec ses collègues qualiticiens quand il est face à une décision. Il doit échanger avec les autres collègues. En fait, c'est ça, tu sais. Quand, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est à partir du moment où il y a un qualiticien qui est confronté à une décision avec laquelle il n'est pas confortable de prendre immédiatement, on lui dit, tu fais tu fais un nuage de résolution de conflit ou quelque chose comme ça avec ton équipe de prod. Et puis, et en fait, la décision va venir toute seule, quoi. Enfin, exactement. Ça va prendre 45 minutes. Et ça, du coup, au début, il va forcément en faire un peu plein. Parce que tu peux pas tout ça. Enfin, au début, tu vas avoir pas trop confiance au départ, et puis après, plus ça va aller, plus tu auras déjà fait les arbres et les nuages. Les arbres et les nuages. Et donc après, c'est des décisions que tu auras déjà prises. Ça un jour. Ce sera habituel. Il faudra qu'on explique. Faudra qu'on explique ces outils de nuages de résolution de conflits, arbres de prérequis, etc. Parce que c'est des outils qui sont pas forcément très connus sur les sites, loin des arbres. Voilà, quand on parle arbre des causes 5e, 5 pourquoi, tout le monde connaît. Mais là, tu viens de citer des outils que les gens connaissent pas forcément, quoi. C'est des outils de consultants. Dans le livre secret des consultants. C'est dans le grimoire secret auquel vous n'avez pas accès. Alors, il y a Thomas qui nous dit c'est une très bonne réflexion de Thomas. Un AQ ne décide pas, il approuve la décision des autres. En relevant cette responsabilité de décider aux AQ, on l'aide à penser de la bonne manière.
C'est super Trop fort, intéressant. Thomas. Trop fort. C'est franchement bravo parce que effectivement, dire les choses comme ça change tout. Et effectivement, c'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est top ça. Il nous a coupé le sifflet. Ouais. Ouais, mais c'était important là. Toi, les qualiticiens, toi, si tu devais aller voir un qualiticien et lui dire comment prendre du recul sur son activité pour être moins méfiant, pour être moins justement à pas prendre de. En fait, je veux pas les pousser à prendre des risques, mais je veux les pousser à considérer le risque et à se dire que le risque zéro n'existe pas. Ouais. Et on a l'impression souvent que le qualiticien, lui, il veut le risque zéro. Non, le risque zéro n'existe pas. Et putain, d'ailleurs, dans nos études de pharmacie, on nous en parle hein, dans les médicaments, la balance bénéfice-risque. Bah, c'est exactement la même chose pour les décisions et les travaux du quotidien en qualité, quoi. C'est une bonne question ce que tu dis. Comment faire prendre du recul sur tes activités. Après, le danger risque impact sur des problèmes comme ça, c'est vraiment ultra puissant, je trouve. Mais là, on a beaucoup parlé on va dire plutôt les ingénieurs qualité, les pharmaciens, etc. Faut pas oublier que dans les équipes qualité, t'as des populations aussi comme les techniciens qui font de la revue de dossier de l'eau. Et en fait, souvent, c'est eux les plus durs en termes de culture qualité. Moi là, je suis sur un site, on simplifie les dossiers de l'eau. Les débats, les grosses discussions difficiles, elles sont pas du tout avec les pharmaciens, elles sont avec ces techniciens qualité qui ont encore plus une vision de la qualité comme une vision de surqualité en fait, plus qu'une vision de la qualité. C'est marrant. Alors que c'est des gens qui viennent souvent déjà du terrain, quoi. Ouais, voilà, j'allais dire, en général, ce qui est assez intéressant, c'est que les tech AQ, ils sont là depuis assez longtemps et ils ont vu pas mal de trucs. Et il y a plusieurs, je trouve, il y a quand même plusieurs types, quoi. Il y en a qui sont méga forts et qui savent, voilà, qui savent, quoi. Ça, bon, ça c'est pas grave, ou ça c'est, enfin, je sais pas. Et il y en a d'autres, effectivement, où ils appliquent le principe de la brute force. c'est pas bon, enfin c'est noir ou blanc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est noir ou blanc, exactement. Mais après, et c'est très difficile à les faire changer, eux. Sur une correction de dossier de l'eau, après c'est ça aussi qui est important, quoi. Enfin, c'est en gros le libérateur après, il se repose quand même sur le fait qu'ils ont l'œil du lynx, quoi. Enfin, ouais, mais des fois c'est pas l'œil de lynx, des fois c'est l'œil de Sauron. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Moi je suis désolé. Et en l'occurrence, ouais, les techniciens qui revoient les dossiers de l'eau, des fois, waouh, putain, ils vont loin, quoi. Il y a une question qui dit, c'est quoi les outils les plus utilisés pour l'analyse de risque? Bah, ça dépend. Si on parle d'outils à utiliser comme ça sur un coin de table pour analyser les risques d'une décision, je pense que comme disait Paul Adrien, le danger risque impact, c'est quand même vachement simple à mettre en œuvre et à utiliser immédiatement, quoi. Là, on parle pas d'analyse de risque dans un projet d'installation d'un nouvel équipement où là, on va prendre le temps de réfléchir, etc. Et puis ça dépend aussi si c'est prospectif, c'est-à-dire tu te poses la question sur les risques qui peuvent arriver, ou alors du coup c'est les risques à quelque chose qui est déjà arrivé. Ouais, enfin danger risque impact, ça marque dans les deux, hein. Danger risque impact, ça, bah en fait non, parce que ton danger, non, parce que en fait dans un cas la probabilité elle est de 1, la probabilité que ça arrive parce que ton danger il est là, tu le vois. Par contre en matière de prospective, le danger, tu vas les anticiper. Le gars, il peut faire ça, il peut se passer ça et tout machin. Donc là, t'es sur une histoire de probabilité. C'est plus un danger, c'est tout des risques. Je suis pas tout à fait d'accord. De toute façon, t'as gravité, détectabilité, occurrence, et du coup, par exemple, et l'occurrence, en fait, c'est là où l'occurrence, tu peux peut-être tu peux le remplacer par la probabilité, tu vois, parce que l'occurrence, tu comptes les fois où c'est arrivé, mais si tu pars sur un truc prospectif où c'est jamais arrivé avant, c'est là où quelle est la probabilité que ça puisse arriver.
Ouais, mais par contre, tu vois, si tu prends une situation à risque qualité, un signal faible, ton danger, il est là. Et du coup, tu essayes d'évaluer quels sont les risques qui pourraient être Voilà, là, se c'est produire à cause de ce danger. ouais, oui. Donc voilà, donc ton danger est là. Bah, sur une évaluation prospective, bah, ton danger, c'est toi qui les détermine avec quelque chose qui n'existe pas vraiment, quoi. Enfin, faudrait qu'on prenne des Ouais, exemples, quoi. ouais, Parce que ouais. Non, là, on mais n'a c'est pas vrai, forcément en tête les mêmes choses et du faudrait coup, qu'on ça. fasse un épisode danger risque impact. Ouais. Bah, Faudrait qu'on tous ceux fasse qui un sont là, épisode tous ceux débat qui danger sont risque là, impact. ouais. Et tous ceux qui sont là pour l'épisode 50, la prochaine fois, on fera un épisode 100% questions-réponses. Donc préparez vos questions pour le Ah, prochain coup. Parce que par contre, le vendredi prochain, c'est chiant le parce que c'est le 50, 29. ouais, tu veux pas te donner, genre on dit dans un mois, comme ça on a plus de monde qui va venir, parce que ceux qui vont l'écouter en podcast, tu vois. Ouais. Ouais, non, bah, t'as raison. On fera pas ça la semaine prochaine. De toute Ouais, façon, ça fait une demi-heure, faut qu'on y aille. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Après, pour ta question sur l'analyse de risque, c'est un peu vague. Du coup, il faudrait préciser l'analyse de risque sur quel contexte. ouais. Mm. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est bon. Ok, bah, je pense qu'on a tout regardé. En tout cas, c'est trop Super. bien si vous commencez à poser des questions. En tout cas, c'est au bout du 5e épisode qu'on les prend comme ça. Du 50e épisode. Non, c'est un peu carrément de notre Ouais. faute parce que c'est vrai que des fois on se fait embarquer dans la discussion et puis on regarde pas trop. Ah, moi j'essaie de toujours avoir un œil. Mm. Mais il y a souvent des commentaires, pas forcément des questions, effectivement. Ouais. En tout cas, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à cliquer sur l'abonnation pour vous abonner. Un Et petit puis, like si pour vous êtes montrer que vous avez apprécié. si vous êtes dans le coin de Tours le 5 si vous êtes dans le coin de Tours le 5 juin, je serai au JNBB comment on appelle ça, au Biocube pour faire plein de trucs. Et puis après, voilà, c'est pour l'instant, c'est toutes les activités. Et moi, Puis on se retrouve. je passe une petite dédicace à notre ami Joël Fourmarier du Pôle Industrie en Suisse, qui vient de poster sur LinkedIn ce matin une nouvelle session c'est un institut de formation pour les opérateurs en Suisse. Et il utilise les outils fresques de l'industrie, nos vidéos adaptées à Memorybox pour former ses élèves. Et Ouais. donc régulièrement, on a des petites news de fresques. Ça fait toujours plaisir de voir les fresques en action. Voilà. Donc merci Joël bien. pour ce partage et j'espère que ça Et va si bien vous êtes- continuer. Si vous êtes un organisme de formation, vous formez des jeunes qualiticiens ou des jeunes, des gens qui sont destinés à travailler dans l'industrie pharmaceutique, contactez-nous, on peut peut-être faire quelque chose pour vous. Ouais, carrément. Free of charge. Allez, merci à tous en Ok. tout cas et à Allez, bientôt merci. pour un prochain épisode. À bientôt.